La pluie sur la cité des 4000 ne lavait rien. Elle ne faisait que révéler les cicatrices du béton, l'usure des façades et l'odeur âcre, presque métallique, des lacrymogènes périmés tirés 1 heure plus tôt. C'était une brune fine, insidieuse, de celles qui vous glacent les os sans jamais vraiment vous mouiller. Une humidité poisseuse qui collait les vêtements à la peau et les mèches de cheveux au front comme des algues mortes. Nora n'aurait pas dû être là. Sa place, sa vraie place, celle qu'elle avait conquise centimètre par centimètre, dossier par dossier, nuit blanche par nuit blanche, était de l'autre côté du périphérique. Elle appartenait désormais au 7e arrondissement, à ce monde feutré de cabinets d'avocats aux boiseries cirées, aux vernissages discrets et aux dîners où l'on parle de la misère du monde en dégustant des vins millésimés dont le prix dépassait le RSA d'une famille entière d'ici. Elle avait passé 15 ans à gommer son accent, à lisser ses cheveux, à apprendre les codes invisibles de la bourgeoisie, à devenir maître Diop, une entité respectée, crainte même, dans les prétoires parisiens. Pourtant, elle était là, plantée dans la boue grasse d'un chantier à l'arrêt, une statue de Givenchy noire au milieu du chaos des parcs à gris, des sweats à capuche et des uniformes bleus renforcés de Kevlar. Ses talons aiguilles s'enfonçaient dans la terre meuble, ruinant des souliers en cuir italien, mais elle ne bougeait pas. Face à elle se tenait le commandant Roche. L'image était saisissante, presque cinématographique dans sa violence symbolique. D'un côté, la force brute de l'État, une muraille anonyme d'hommes sans visage, caparaçonnés de protection, une machine à broyer prête à s'enclencher. De l'autre, la vulnérabilité apparente d'une femme seule, en robe de cocktail, les bras levés, paumes ouvertes vers le ciel gris. Mais Roche ne frappait pas. Sa matraque télescopique était levée, son corps tendu, chaque muscle contracté dans l'anticipation de l'impact, mais il était figé, pétrifié, comme si un champ de force invisible émanait de cette silhouette sombre. Nora ne tremblait pas. Pas un cil, pas un muscle. Ses mains ne se levaient pas en signe de reddition ou de supplique. Elles étaient levées avec la précision d'un chef d'orchestre qui s'apprête à donner le tempo d'une symphonie macabre, ou peut-être celle d'un dompteur entrant dans la cage. Elle ne regardait pas la visière du policier, ni son insigne, ni l'arme à sa ceinture. Elle regardait à travers le plexiglas rayé, cherchant une pupille, une lueur d'humanité ou de reconnaissance qu'elle connaissait trop bien. « Tu as pris du poids, Hervé, » dit-elle. Sa voix n'était pas un cri. Elle n'avait pas besoin de crier. C'était un murmure posé, timbré, travaillé dans les cours d'assises, qui coupa le vacarme des sirènes et les hurlements lointains comme un rasoir coupe la soie. « Le commissariat te nourrit bien, mieux que la cantine de l'orphelinat de Saint-Denis, n'est-ce pas? Mieux que la bouillie du foyer ?» Le silence qui suivit cette phrase fut plus lourd que le bruit de l'émeute. Roche baissa sa visière d'un tout sec, un geste nerveux pour briser cette intimité forcée, insupportable. Il aboya un ordre sec, guttural, pour que ces hommes reculent de quelques pas, créant un cercle d'isolement autour d'eux. Puis, il avança. Il fit un pas lourd, faisant craquer le gravier, envahissant l'espace vital de Nora, cherchant à l'écraser par sa masse, par sa stature, par l'odeur de sueur froide et de plastique qui émanait de son équipement. Il baissa le ton pour un chuchotement venimeux, audible d'elle seule. « Qu'est-ce que tu fous là, Nora? Tu t'es trompée de safari? Tes amis bourgeois t'attendent au gala de la Fondation. Ici, c'est la guerre, c'est la réalité. Pas tes dossiers papier. » Nora soutint son regard. Elle vit la peur derrière l'agressivité. Pas la peur physique, Roche était une bête de combat, mais la peur sociale. La peur de celui qui a construit un château de cartes et qui sent le vent se lever. « Je suis venu récupérer ce qui m'appartient, » répondit Nora, impassible. Elle désigna du menton, sans se retourner, le jeune homme en sweat gris, à genoux dans la boue, 3 mètres derrière elle. Le visage tuméfié, le nez en sang, encadré par 2 autres CRS qui le maintenaient au sol comme un trophée de chasse. « Je suis venu chercher le gamin, Malik. Lâche-le, Hervé, lâche-le maintenant, et je disparais. Tu ne me reverras plus jamais. »
Roche eut un rire gras, un son laid, étouffé par le plastique de son casque. Il secoua la tête, incrédule face à tant d'audace. Malik, ce petit merdeux, ce dealer qui a caillassé mes hommes pendant 2 heures, il est à moi, Nora. Il est ma propriété. Comme tu l'étais avant de vendre ton âme pour un tailleur de luxe et un nom à particules. Tu crois vraiment que tu peux revenir ici, jouer à la grande dame, claquer des doigts et me donner des ordres? Tu as oublié d'où tu viens. Tu as oublié la boue, la faim, la peur des couloirs la nuit. Moi, je n'ai pas oublié. Je sais ce que tu as fait pour payer tes premières années de droit. Je sais qui tu as dû fréquenter. Il pensait tenir une carte maîtresse. Il était persuadé que la respectabilité de Nora était un vernis fragile et que la peur de voir son passé révélé, la prostitution occasionnelle, les petits larcins, les compromissions sordides de la survie, la ferait fuir la queue entre les jambes. Il comptait sur sa honte. Mais Nora ne scilla pas. Au contraire, elle s'approcha encore, réduisant la distance à quelques centimètres, jusqu'à ce que son front touche presque le casque du commandant. Elle sentait sa chaleur corporelle, son souffle court. « Tu parles du dossier de 2008 » demanda-t-elle doucement, presque avec tendresse. « Celui où j'ai servi d'appât pour faire tomber le réseau des frères Camara ? Celui qui t'a valu ta première médaille, ta promotion et ton transfert dans cette unité d'élite, Hervé? Tu as oublié de mentionner que c'était ton idée, que j'avais 19 ans et que tu m'as envoyé dans la fosse au lion avec un micro scotché sous le sein en me promettant qu'il ne m'arriverait rien. » Roche se raidit, la main crispée sur le manche antidérapant de sa matraque. Les jointures de ses gants en cuir craquèrent. « Tu ne vas pas rouvrir ça !» siffla-t-il, c'est prescrit, enterré. Et personne, tu m'entends, personne ne croira une avocate noire qui défend la racaille contre un héros de la République décoré de la Légion d'honneur. Tu n'es qu'une anecdote dans mon dossier de carrière. Peut-être, concéda Nora avec un calme olympien, peut-être que le passé est mort. Mais je ne suis pas là pour le passé, Hervé. Je suis là pour le présent. Je suis là pour Malik. Malik est fini, trancha Roche. J'ai trouvé 2 kilos de coke pure dans le coffre de son scooter lors du contrôle. C'est du trafic international, c'est 10 ans ferme, c'est la perpétuité sociale pour un gamin comme lui. Nora sourit. Ce n'était pas un sourire de joie, mais une entaille froide sur son visage parfait. Elle plongea lentement la main dans sa pochette de soirée en satin. Les CRS autour d'eux se tendirent, mains sur les holsters. Elle en sortit un téléphone ultra plat. « C'est drôle, » répliqua-t-elle en faisant défiler l'écran du pouce. « Parce que Malik n'a pas de scooter. Il l'a vendu il y a 3 mois. Et surtout, il n'était pas dans la cité ce matin. Il n'était pas là quand la drogue a été trouvée. Qu'est-ce que tu racontes? Il a été interpellé ici? Non. Malik était à mon cabinet, avenue Montagne, de 9 h à 14 h. Il y a 12 caméras de surveillance qui le prouvent. Il y a la signature du registre d'entrée et il y a ma secrétaire qui lui a servi 3 cafés. Il était là pour signer une déposition. » Roche marqua un temps d'arrêt. L'incertitude, tel un poison lent, s'infiltra dans sa posture dominatrice. Il baissa légèrement sa matraque. « Une déposition sur quoi ?» grogna-t-il. « Sur toi, Hervé, sur tout le système, sur la façon dont tu prélèves ta dîme de 20% sur les dealers locaux pour les laisser opérer, sur la façon dont tu organises les émeutes en provoquant des incidents calculés pour justifier tes demandes de budget, d'heures supplémentaires et de nouvel équipement auprès du ministère. Malik n'est pas un émeutier, Malik n'est pas un dealer, Malik est ton comptable. C'est lui qui tient tes livres de comptes occultes depuis 2 ans. C'est lui qui sait où va l'argent. Celui que tu as essayé de faire taire ce soir en provoquant cette charge, en espérant qu'une balle perdue ou un coup de trop réglerait le problème. » La panique, froide et liquide, commença à couler dans les veines du commandant. Il réalisa soudain l'ampleur du piège. Il regarda autour de lui, cherchant du soutien. Ses hommes tenaient la ligne, boucliers levés, visages fermés. Ils étaient sa famille, sa tribu. Il le protégerait. Il le protégerait toujours. «
Tu bluffes, tenta-t-il, mais sa voix avait perdu de sa superbe. Tu n'as rien, pas de preuves matérielles, juste la parole d'un petit voyou de banlieue contre la mienne. J'ai mieux que ça, Hervé. J'ai bien mieux que ça. Nora fit un geste infime du menton, indiquant l'homme juste derrière l'épaule droite de Roche. Regarde derrière toi, tes hommes, ta garde prétorienne. Regarde-les vraiment. Pourquoi crois-tu que le brigadier Masson, ton fidèle lieutenant, a baissé son bouclier de quelques centimètres? Roche sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il n'osa pas se retourner. Il savait. Nora poursuivit, impitoyable, chaque mot frappant comme un coup de poing. Masson sait que tu as détourné la cagnotte de solidarité de la veuve du capitaine Martin l'année dernière. Il avait des doutes. J'ai apporté les preuves bancaires. Il attendait juste une occasion de te faire tomber sans se mouiller. Je la lui ai donnée. Et ce n'est pas tout. J'ai passé les 3 dernières semaines à offrir une aide juridique gratuite, discrète et totale aux femmes de ton unité. Pour leurs divorces difficiles, pour leurs dettes de jeu, pour les problèmes scolaires de leurs enfants. J'ai résolu leurs problèmes, Hervé. Je les ai écoutés quand toi tu les méprisais. J'ai acheté la conscience de ton unité, non pas avec de l'argent sale, mais avec de la dignité. Ils ne te protègent plus, ils te surveillent. Le silence était total. Même la pluie semblait avoir cessé de tomber. Roche était seul, terriblement seul au milieu de sa propre armée. Il était nu sous son armure. Acculé, les yeux injectés de sang, Roche leva sa matraque bien haut. Un geste de désespoir pur, un réflexe animal. S'il frappait, il finissait en prison. S'il ne frappait pas, il finissait en prison. La violence était sa seule langue, et elle venait de devenir muette. Nora leva le menton, offrant son visage parfait, sa gorge à la menace. « Frappe-moi » ordonna-t-elle. « Allez, Hervé, fais-le, devant eux, devant les caméras des immeubles que tu ne vois pas, et devant tes propres hommes qui attendent la faute pour te passer les menottes. Fais de moi une martyre, ça ira très bien avec ma robe. Ça fera une magnifique couverture pour Paris Match. L'avocate héroïque défigurée par le monde. Tu feras de moi une icône, et de toi, un souvenir honteux. » Le bras de Roche trembla. 1 seconde, 2 secondes, une éternité. Puis, il laissa retomber son bras. Le bruit de la matraque heurtant sa cuisse en plastique dur sonna comme un glas. Il s'affaissa, comme si on venait de couper les fils de la marionnette. « Tu as gagné » cracha-t-il, la voix brisée. « Prends le gosse et dégage de mon secteur. » Il fit un signe vague, fatigué, à ses hommes de rompre les rangs. Le cordon de CRS, impénétrable quelques instants plus tôt, s'ouvrit comme la mer Rouge. Le brigadier Masson croisa le regard de Nora et fit un imperceptible signe de tête. Le pacte était scellé. Nora ne sourit pas. Elle contourna Roche sans un regard, comme on contourne un sac poubelle sur le trottoir, et s'agenouilla près de Malik. Elle l'aida à se lever. Le garçon tenait à peine debout, une côte probablement fêlée, l'œil tuméfié. Elle le prit par le bras, soutenant son poids, salissant sa robe haute couture contre son sweat crasseux. Ils traversèrent la ligne de police sous les regards haineux mais impuissants de ceux qui n'étaient pas dans la confidence et les regards complices de ceux qui l'étaient. Ils marchèrent lentement, dignement, jusqu'à la berline noire aux vitres teintées qui attendait au coin de la rue, moteur tournant. Le chauffeur ouvrit la portière. Nora poussa Malik à l'intérieur et s'engouffra à sa suite. Le claquement de la portière lourde les coupa instantanément du monde extérieur. Le silence feutré de l'habitacle, l'odeur du cuir neuf et la douce caresse de la climatisation remplacèrent la fureur de la rue. Malik s'effondra sur la banquette arrière, éclatant en sanglots nerveux. Il tremblait de tout son corps, l'adrénaline retombant brutalement. « Merci, maître, putain, merci » balbutia-t-il entre 2 hoquets. « J'ai cru qu'il allait me tuer, j'ai cru que c'était fini, vous m'avez sauvé la vie. »
Nora ne répondit pas tout de suite. Elle ouvrit son sac à main, sortit une lingette humide emballée individuellement, déchira le sachet et commença à essuyer méticuleusement une tache de boue sur son avant-bras nu. Ses gestes étaient lents, précis, chirurgicaux. Son visage, animé quelques minutes plus tôt par une justesse enflammée, était devenu un masque de marbre indéchiffrable. « Tu as fait ce qu'il fallait, Malik, » dit-elle enfin, sans le regarder. « Tu as tenu bon. » Le garçon s'essuya le nez avec la manche de son sweat, souriant bêtement, soulagé. « On va où maintenant? Je dois disparaître quelque temps, non? Le temps que ça se tasse? J'ai une tante à Marseille ?» Nora s'arrêta de frotter son bras. Elle tourna lentement la tête vers lui. Dans ses yeux, Malik chercha la chaleur de la sauveuse, la solidarité de celle qui vient du même quartier. Il n'y trouva rien. Rien d'autre qu'un vide immense et calculateur. Marseille? Non, Malik, tu ne vas pas à Marseille. Mais Roche va vouloir se venger, s'il parle. Roche est fini, coupa Nora. Masson a déjà envoyé les enregistrements à l'IGPN. Roche sera suspendu demain matin et mis en examen avant la fin de la semaine. Mais s'il tombe, il parlera. C'est la nature des rats. Il cherchera à négocier sa peine. Il parlera du passé, de moi, de l'orphelinat, des choses que nous avons faites ensemble il y a 20 ans pour survivre, des choses illégales. Elle soupira, une fatigue immense, ancienne, envahissant ses traits parfaits. Elle posa la lingette sale dans le petit cendrier de la portière. « Tu sais, Malik, je ne t'ai pas sorti de là par charité. Je ne t'ai pas sorti de là pour te sauver. Je t'ai sorti pour que Roche ne puisse pas t'utiliser contre moi. Tu es le seul témoin vivant de ces malversations, mais tu es aussi le seul témoin de mes propres connexions avec ce monde que j'ai mis 15 ans à fuir. » Malik se figea, le sang se glaçant dans ses veines. Il recula instinctivement contre la portière opposée. « Le dossier que tu as signé au cabinet ce matin, » reprit Nora d'une voix douce. « La déposition contre Roche ? Ce n'était pas seulement une déposition contre Roche, Malik. En la signant, tu as aussi signé tes propres aveux complets et détaillés. Tu as avoué être le complice actif de ces trafics depuis 3 ans, le blanchisseur d'argent, l'organisateur logistique. C'est un document qui t'envoie en prison pour 5 ans minimum. »« Quoi? Mais vous avez dit que c'était pour me protéger !»« C'est pour me protéger, » corrigea-t-elle. Elle tapota sur la vitre de séparation chauffeur. « À la préfecture, Jean, j'ai un commissaire corrompu à livrer sur un plateau et un témoin clé qui vient de se constituer prisonnier. » Malik la regarda avec horreur. Il réalisa soudain qu'il n'avait pas été libéré. Il avait simplement changé de propriétaire. La femme à côté de lui n'avait pas vaincu le système monstrueux qui broyait les faibles. Elle l'avait perfectionné. Elle l'avait domestiqué. Elle avait utilisé les codes de la rue, la douleur des émeutes et la corruption de la police pour nettoyer sa propre ardoise, sacrifiant 2 pions pour sauver la reine. « Vous ne pouvez pas faire ça, » murmura-t-il. « Vous êtes des nôtres. » Nora ajusta sa robe, lissant un pli imaginaire sur sa cuisse. Elle regarda par la fenêtre arrière teintée. Sous la pluie battante, la silhouette de Roche rapetissait, celle d'un roi déchu abandonné par sa cour. « Non, Malik, » dit-elle, alors que la voiture s'éloignait vers les lumières de Paris. « Je ne suis plus des vôtres depuis longtemps. Je suis ce qui survit. » Elle ne ressentit aucune joie, aucune tristesse, juste la satisfaction froide et minérale de l'architecte qui voit que le béton a pris, scellant les secrets pour toujours dans les fondations de sa réussite.